Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je crois qu'un des films de science-fiction qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est pas Star Wars ou Avatar. C'est un film qui s'appelle en français Premier Contact. Ça raconte l'arrivée sur Terre d'une douzaine de vaisseaux extraterrestres dans lesquels se trouvent des êtres à mi-chemin entre des dinosaures et des pieuvres géantes. Et personne ne comprend ce qu'ils disent. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est pas un film de guerre et que la personnage principale, c'est une linguiste, Louise Banks, qui a pour mission de comprendre la langue des extraterrestres, d'entrer en contact et d'assurer justement qu'on ne va pas rentrer en guerre. Parfois, dans la conversation sur le climat, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on aurait besoin, des linguistes et des traducteurs. Plus j'avance dans le sujet, et pour être honnête, moins je supporte les discussions avec celles et ceux qui disent que c'est pas si grave, ou que de toute façon on n'y peut rien, ou que la France ça pèse que 1% des émissions. Même si ce sont pas du tout des extraterrestres, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à trouver les mots et à être patient. Et à l'inverse, je vois bien qu'il y a plein de gens qui en ont super marre, qu'on leur dise qu'ils comprennent rien au sujet, que c'est très important, qu'il faut se mobiliser tout de suite, sinon ils vont être engloutis sous les eaux. J'ai reçu il y a quelques temps dans ce studio pour un autre épisode de Chaleur Humaine la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Et elle m'avait expliqué que sa tactique de l'élastique pour parler du climat, c'était la bienveillance, pour ne pas braquer ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je m'étais demandé si c'était vraiment efficace, s'il fallait pas des fois laisser libre cours à sa colère, par exemple. Et puis j'ai croisé dans un colloque cet été un sociologue qui s'appelle Laurent Cordonnier, et il a coordonné une étude grand format sur ce que pensaient les Françaises et les Français du changement climatique. Et je me suis dit qu'il saurait peut-être nous dire s'il valait mieux garder son calme, s'énerver ou apprendre à parler des langues extraterrestres. Est-ce que les climato-sceptiques sont en train de gagner la bataille de l'opinion ? Comment aborder le sujet du climat sans parler seulement aux convaincus ? Faut-il radicaliser les discours ou au contraire rester calme et bienveillant en toutes circonstances ? Voilà, c'est de ça dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Laurent Cordonnier est sociologue et directeur scientifique de la Fondation Descartes, un institut non partisan qui travaille sur notre rapport à l'information. Et il a donc rédigé cette étude et lui, il pense qu'il vaut mieux dans tous les cas éviter le clivage pour parler du climat. Juste avant de commencer cette conversation avec Laurent Cordonnier, je vous glisse un tout petit mot de la sortie du livre Chaleur Humaine, disponible depuis la mi-octobre. C'est 18 entretiens pour essayer de répondre du mieux possible aux défis climatiques. C'est édité par les éditions du Seuil et par Le Monde et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Bonjour Laurent Cordonnier. Bonjour. Alors Laurent Cordonnier, en lisant votre étude, moi j'ai été assez étonné de voir que le climat préoccupe en fait plus les Françaises et les Français que ce que je croyais. À quel point les enjeux climatiques intéressent ? Oui, alors en effet, c'est aussi des chiffres qui m'ont surpris, positivement, je dois le dire, à la question de savoir si les Français s'intéressent au sujet climatique, à l'information et à l'actualité sur le climat. On a observé que c'est le cas pour plus de 50% d'entre eux. Et donc, cet intérêt pour le sujet est marqué en France et il se traduit aussi par le fait que, de manière générale, les Français trouvent que les médias ne parlent pas assez du climat. Une majorité relative de la population que nous avons sondée, une population représentative de l'ensemble de la population nationale, considère que les médias ne parlent pas assez du climat et ce chiffre est d'autant plus intéressant que la question leur a été posée au cœur de l'été dernier, au moment même où l'information climatique était à son pic. À partir du travail que vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment les gens s'informent aujourd'hui sur le climat ? Qu'est-ce qui a de l'influence sur eux ? Alors les gens s'informent essentiellement sur le climat via les médias généralistes, que ce soit les médias nationaux ou régionaux. On a tendance souvent à penser que la principale source d'information aujourd'hui sur toutes sortes de sujets en France, ce sont les réseaux sociaux. C'est pas encore vrai. Peut-être que ça le sera, mais les médias continuent à être la principale source d'information. Ça ressortait aussi très clairement d'une étude que à la Fondation j'avais faite avec un collègue sur la manière dont les Français s'informent sur Internet, en général, pas seulement sur les questions climatiques. Et on avait suivi durant 30 jours plus de 2300 Français, URL par URL, sur tous leurs objets connectés pour voir sur quelles sources d'information ils se rendaient. Ce qu'on a observé, c'est que sur Internet, de très très loin, les premières sources d'information sont les sites, les pages web des grands médias en réalité. Les réseaux sociaux sur la question climatique arrivent en deuxième position, ce qui n'est pas forcément très positif parce que dans l'étude dont il est question aujourd'hui sur l'information et l'engagement climatique, on a observé qu'il existe une corrélation négative entre le fait de s'informer sur le climat
sur les réseaux sociaux et connaître le sujet. En gros, plus les gens s'informent sur le climat via les réseaux sociaux, moins ils sont bons sur la question climatique. Je passe plus de temps sur Twitter à lire des choses, y compris sur ce sujet-là, mais pour autant, ma vision des choses est plus confuse. Absolument. Sur les questions, et là je parle pas de solutions, vraiment sur des questions factuelles sur le climat et le dérèglement climatique. Les gens deviennent moins bons. Et ça c'est vraiment un résultat qui m'a surpris parce que en réalité, sur les réseaux sociaux, on trouve le pire évidemment, mais on trouve aussi le meilleur. On peut suivre par exemple sur Twitter le compte de Valérie Masson-Delmotte, la climatologue, qui fait de super fils de vulgarisation, etc. Et donc je me disais les réseaux sociaux auront un effet probablement assez contrasté. Mais c'est pas ce qu'on observe. L'effet est plutôt négatif, et même très nettement négatif. C'est une question probablement simplement de statistiques. Quand vous êtes sur un réseau social du type Twitter, vos probabilités d'être exposé à des informations fausses, erronées, trompeuses est plus grande que quand vous êtes sur la page d'un grand média national ou d'un média régional. Et donc, votre probabilité de prendre pour vraie cette information fausse sera aussi mécaniquement plus élevée. Et donc les Français que vous avez interrogés, qu'est-ce qu'ils attendent en fait de cette information sur le climat ? Ils attendent essentiellement deux choses, c'est ce qui ressort de notre étude. La première chose, c'est qu'ils attendent que les médias en parlent plus. Et la seconde, c'est qu'ils attendent que les médias parlent plus des solutions liées au climat. Je crois qu'aujourd'hui, en France, la situation est un peu la suivante. L'immense majorité de la population a compris qu'il y avait un problème, a compris que ce problème était très largement provoqué, les scientifiques le disent totalement, mais les Français pensent largement provoqué par l'activité humaine, et donc il s'agit de faire quelque chose. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est une voix qui leur permette de dire comment on va faire pour se sortir de cette mauvaise situation. Et donc, les médias ont un rôle à jouer là-dessus en faisant justement une forme de journalisme de solution exigeant, rigoureux. Mais c'est compliqué cette histoire de solution parce que, ici, y compris dans ce podcast, une question que je me pose souvent, de dire bah oui, mais en fait à chaque fois les solutions elles sont compliquées. C'est-à-dire expliquer comment se débarrasser de la voiture thermique, bah en fait c'est tout un tas de choses différentes, c'est de la sobriété, c'est du covoiturage, c'est un peu de véhicule électrique, c'est du vélo, et donc en fait il y a jamais de réponse qui est très simple, il y a jamais de solution miracle. Et moi, quand je vous entends dire ça, je me dis, bon, bah oui, mais en fait, plein de gens, ils aimeraient qu'on leur serve un peu une solution sur un plateau qui n'existe pas forcément. Mais je pense que ça, c'est tout à fait un discours qui peut être entendu. Les Français sont prêts à comprendre que des problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. Personne, aujourd'hui, ou très peu de monde, n'attend de la solution magique. Évidemment, si elle existait, on serait bien heureux que ce soit le cas. Mais la population est tout à fait disposée à comprendre que la situation est complexe, qu'il n'y a pas une seule solution, et que peut-être les solutions qui peuvent paraître trop technologiques à certains, trop orientées vers le changement de société aux yeux d'autres personnes, etc. Ces solutions, en fait, sont souvent des solutions complémentaires. Elles sont parfois présentées dans les médias et de la part des acteurs impliqués comme des oppositions. Il faudrait choisir entre nucléaire ou une consommation moindre d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, on considère qu'il ne faut pas choisir, on doit faire les deux. De même qu'entre nucléaire et énergie renouvelable, par exemple. Mais ces discours d'opposition ne prennent pas forcément aux yeux de la population. Ils comprennent très bien que peut-être il va falloir mettre en marche, suivre plusieurs voies différentes pour arriver au résultat qu'on espère. Mais est-ce qu'il y a une différence dans les différents segments de la population ? Parce qu'on imagine souvent que les jeunes ou une partie de la jeunesse est plus impliquée sur ces questions-là et qu'au contraire, des gens plus âgés se mettraient plutôt à distance de ces questions. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté ? Alors, moins que ce que l'on aurait pu attendre en réalité. On a mesuré dans cette étude, qui n'est pas seulement un sondage, on a aussi mesuré des compétences de la part des personnes que nous avons interrogées. On a mesuré notamment leurs connaissances factuelles sur les questions climatiques. Et là, de manière intéressante, on ne voit pas que les jeunes, on n'observe pas que les jeunes sont meilleurs que le reste de la population sur ces questions-là. Peut-être qu'on a un peu... C'est-à-dire, est-ce que les gens savent ce qui cause le changement climatique, à quel point c'est d'origine humaine, etc. Exactement, de combien les océans ont déjà augmenté, la température, quelle est la part du transport dans le dérèglement climatique, ce genre de questions factuelles. Là-dessus, on voit pas que les jeunes sont particulièrement meilleurs que le reste de la population, sur l'ensemble de la population. Pourquoi ? Parce que peut-être que les médias sont un peu victimes d'un prisme parisien sur la jeunesse. Quand un média veut interroger des jeunes, ils descendent au pied de leur immeuble, qui est au centre de Paris, et ils
vont demander à des jeunes parisiens qui n'ont pas une sociologie représentative du reste du pays. Et donc vont obtenir des réponses d'une jeunesse peut-être plus impliquée sur ces questions-là, très engagée. Je vais vous donner un exemple de ce phénomène-là. Les médias ont beaucoup parlé de ces jeunes diplômés en ingénierie qui décidaient de renoncer au métier d'ingénieur et de partir vers des carrières plus orientées vers la nature. Et on a pris ça un peu comme un symbole de la révolte de la jeunesse. Et en réalité, les études qui sont faites sur ce qu'attendent les jeunes dans leur métier, y compris les jeunes diplômés d'écoles peut-être un peu moins prestigieuses que celles dont il était question, mais plus représentatives des jeunes diplômés, on observe que les attentes des jeunes sont avant tout orientées sur les questions salariales, de qualité du travail, etc. Et très tard, dans la liste des préoccupations, viennent celles de l'impact climatique de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Et d'un point de vue territorial, est-ce que, parce qu'il y a aussi dans les représentations un peu l'idée que ces questions-là seraient des questions qui préoccuperaient plus les habitants des centres-villes et moins celles et ceux qui vivent dans des zones périurbaines ou à la campagne. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu aussi dans cette étude? On constate en effet certains effets de la taille de la résidence d'habitation en fait sur les attitudes, les comportements, les croyances. Mais une nouvelle fois, c'est pas si marqué que ça en réalité. On l'observe notamment sur les questions d'action climatique contraignante que les gens seraient prêts à prendre. Renoncer à la voiture, c'est beaucoup plus facile quand on est à Paris que quand on est à la campagne. Donc évidemment, ça a un effet. Vous m'interrogez sur les climato-sceptiques. Qui sont-ils en France? On constate que les gens qui nient encore aujourd'hui l'existence du dérèglement climatique sont premièrement une minorité. Ils sont à peu près 7% en France à être climato-sceptiques au sens classique du terme, un peu hardcore comme ça. Donc le dérèglement climatique n'existe pas. C'est à peu près 7% de la population nationale. Et ces gens-là, en effet, vivent plutôt des petites agglomérations que des grands centres urbains. Qu'est-ce qui différencie finalement celles et ceux qui pensent que c'est très important les questions climatiques et puis celles et ceux qui ont plus de distance vis-à-vis de ces questions-là? On observe deux phénomènes, surtout des effets de diplôme, de niveau de diplôme. Les gens plus diplômés sont plus sensibles à ces questions-là. Un effet aussi d'orientation politique, très clairement. Je vais vous donner à nouveau un exemple. Sur les 7% de climato-sceptiques hardcore dont je parlais avant, on observe une très nette surreprésentation des gens qui se disent proches de l'extrême droite. Donc sur ces questions-là, on voit ce facteur politique ressortir très fort. Aussi sur le type de solutions qui sont plébiscitées. Les gens proches du centre-droite sont plus technophiles, il faut bien le constater, ont plus cette croyance que la technologie va pouvoir nous sortir de ce mauvais pas dans lequel l'humanité s'est mise. Les gens qui sont plus proches des écologistes croient moins en cette solution, notamment. Alors, vous avez mentionné le fait qu'un des clivages, justement, dans la manière de voir la question climatique, c'est une différence politique. C'est-à-dire que si on est plus marqué à gauche, on s'intéresse peut-être plus à ces questions-là, et si on est plus marqué à droite ou à l'extrême droite, on s'y intéresse un peu moins. Pourquoi ? C'est une bonne question, le pourquoi. En fait, je pense que ça colle avec des visions du monde historique. L'écologie en France s'est constituée dans l'histoire récente comme un positionnement de gauche. Ce qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, à une certaine époque, un peu plus éloignée, la préoccupation pour les paysages, c'était plutôt celle-là, pour les paysages, etc. C'était plutôt une préoccupation de droite. Et on avait une gauche qui était très orientée, surtout le Parti communiste, qui était très orienté vers l'industrie. Il fallait industrialiser le pays, etc. Mais dans une histoire plus récente, en effet, la préoccupation écologique a été vue comme une préoccupation de gauche, et voire d'une gauche un peu marginale, une gauche un peu néo-hippie qui s'intéresse et qui s'inquiète des petits oiseaux et des fleurs, etc., etc. C'était pas vu comme quelque chose de très sérieux, et ça a été constitué très vite comme quelque chose qui allait s'opposer à une certaine forme de progrès et de développement économique. Et c'est pour ça probablement que les sensibilités plus à droite, plus libérales, voient d'un mauvais œil encore aujourd'hui l'écologie, pas toutes évidemment. Mais ça, c'est un clivage qu'on constate dans d'autres pays, que ce soit d'autres pays européens ou aux États-Unis, où en fait il y a un clivage très net entre si on est démocrate, on est pour des actions sur le changement climatique, si on est républicain, on est plutôt opposé, voire on est carrément climato-sceptique. Est-ce qu'on en est là en France? Non, on n'en est pas là, à mon avis. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est vraiment la dystopie vers laquelle il ne faut pas aller. C'est-à-dire que aux États-Unis, le fait de déclarer ne pas croire au dérèglement climatique ou dire que on n'y est pour rien, etc., c'est devenu un marqueur identitaire. De la même manière que vous dites que vous êtes pro-armes, anti-avortement, que vous ne croyez pas au dérèglement climatique, tout ça, ce sont devenus en fait des pavillons qui permettent de marquer votre identité. En un tweet, en un message, en une discussion autour d'une table, vous
signalez toute votre appartenance politique en disant un seul mot, je ne crois pas au climat, voilà, au dérèglement climatique. Et donc, en France, on n'est pas encore dans une situation dans laquelle la sensibilité ou l'intérêt pour le sujet climatique est devenu un marqueur identitaire aussi fort. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Mais alors justement, comment on fait pour ne pas se retrouver dans une discussion dans laquelle toute une partie de la population estime que le climat, c'est pas pour moi. Je pense à un article qu'a écrit un de mes collègues, Clément Guilloux, cet été dans Le Monde, dans lequel il explique que à l'extrême droite, et en particulier au Rassemblement national, il y a la tentation de se dire, bon, bah en fait, on va attaquer plus durement les politiques climatiques, même si on n'est pas, on revendique pas d'être climato-sceptique, mais parce qu'on pense qu'en fait, c'est un terrain favorable pour nous de justement de construire un clivage en disant bah le climat c'est un truc de gauche et de centre-ville, nous on construit notre identité politique sur autre chose. Oui, ben là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la population résiste à ces tentations d'étiquetage de la question climatique. Et on comprend bien que les politiques le fassent. Parce que pour un politique, il s'agit d'avoir une identité relativement claire, pour un parti, hein, d'avoir une identité relativement claire, des positions claires et simplistes parfois sur certaines questions. Parce qu'un parti politique, c'est une marque. Hein, donc il faut être repérable, il faut qu'on sache ce qu'il y a derrière, etc. C'est un très mauvais calcul de la part des politiques de jouer sur ce terrain-là, parce que dès lors que le climato-scepticisme, quelle que soit sa forme historique qui consiste à dire que le dérèglement n'existe pas, ou ses formes modernes qui consistent à dire un peu à la Zemmour que la France c'est 1% des émissions, donc c'est pas grave, on n'y peut rien, c'est pas un problème pour nous. Ces formes de climato-scepticisme-là, dès lors qu'elles deviennent un enjeu identitaire, on ne peut plus bouger là-dessus. On ne fait pas bouger les gens sur des croyances qui font partie de leur identité. Enfin, je comprends et je comprends de ce que vous dites qu'en fait, il faudrait quasiment une sorte d'union nationale sur ce thème-là. Mais la politique, c'est pas juste du consensus, c'est aussi justement des clivages. Enfin, quand je sais pas, Léon Blum et le Front populaire arrivent au pouvoir, ils décident des congés payés, ça fait hurler la droite. Quand Simone Veil fait voter l'interruption volontaire de grossesse, il y a aussi toute une partie des gens qui s'y sont très opposés. Est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'on va faire des politiques climatiques en embarquant toujours tout le monde et en étant toujours gentil avec tout le monde, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de naïveté là-dedans? C'est peut-être mon côté helvète, hein, étant suisse, je cherche toujours le consensus et le compromis. Non, plus sérieusement, on est face à un danger anthropologique. Donc, on ne peut pas se permettre, sur des questions aussi essentielles à la survie et au bien-être de la population humaine, de notre espèce, d'avoir des attitudes légères sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage possible. Le consensus doit être sur le fait qu'il y a un dérèglement et qu'il faut agir, et que l'action sera politique. Ça, de la part des politiques, là-dessus, il doit y avoir un consensus, une unanimité. Les voies pour arriver à une action efficace vont varier. Et c'est sain, parce qu'on est effectivement dans une démocratie, que les différents partis, les différentes sensibilités puissent exprimer des voies différentes, des chemins différents pour arriver à ce résultat-là. Mais ce sur quoi aucun parti ne devrait transiger, c'est que ces voies-là doivent être fondées scientifiquement. C'est-à-dire que proposer des mesures gadgets en disant voilà, je suis en train de faire quelque chose et c'est mon plan et c'est mon programme électoral pour la prochaine présidentielle en ce qui concerne le climat, c'est plus possible. Sur ces questions-là, il va falloir que chaque parti, et aujourd'hui c'est pas du tout le cas, on en est très très loin, que chaque parti propose sa feuille de route documentée, chiffrée sur où est-ce que j'en serai en suivant ma feuille de route en 2050, tonne par tonne de CO2 évitées. Mais dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut des options différentes par chacun des partis politiques ou chacun des camps politiques pour comment faire la transition. Ça veut dire qu'il faut raconter une transition de droite, une transition de gauche. Mais aujourd'hui, on ne voit pas vraiment ça. Absolument. On n'aura pas de transition écologique, environnementale, en France ni ailleurs d'ailleurs, si on n'a pas aussi une transition de droite. Il faut en réalité que chaque parti se demande quel est le chemin compatible avec ses valeurs pour aller vers une France vivable en 2050 et plus tard. Et donc, des chercheurs dont le nom m'échappe actuellement, mais avaient montré dans une étude qu'en fait, la meilleure solution, c'était de trouver des arguments qui vont plaire à chaque électorat. Alors quand je dis plaire, c'est pas seulement jouer sur des cordes émotionnelles de chaque électorat, mais qui vont être compatibles avec les valeurs de chaque électorat. Et ça tombe très très bien, parce que le climat permet de tels arguments pour chaque électorat. On peut imaginer des arguments plus de type économique pour un certain électorat de droite, par exemple, en disant il est possible de créer un tissu économique vif et vivant en France en intégrant un certain nombre de mesures qui vont diriger l'économie,
Je vais le dire très clairement, en France, les gens qui travaillent dans l'économie ou les gens qui investissent et qui ont des entreprises sont habitués et plus qu'habitués à travailler dans un cadre, dans un environnement contraint par des normes. La France, c'est que ça. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent, les industriels, en disant: «Il y a des normes partout, je dois respecter ceci et cela, on m'oriente plutôt vers telle activité que telle activité par l'impôt, par les charges, et cetera, et cetera». Oui, et les industriels français et les entrepreneurs français le vivent très bien. L'économie française va plutôt bien, s'exporte bien, et cetera. Voilà, donc ils sont habitués à travailler dans un environnement contraint. Ils peuvent même en faire une force concurrentielle dans certains cas de figure. Et je pense qu'on peut accepter et que la droite peut tout à fait proposer des mesures de direction qui soient peut-être plus des incitations économiques que des contraintes économiques, mais qui vont diriger l'économie. À gauche, dans la discussion ou dans le mouvement climat, il y a souvent le sentiment que les mesures qui sont proposées sont toujours insatisfaisantes. C'est-à-dire que finalement, on n'est jamais sur la bonne trajectoire. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réflexion à avoir sur comment avancer progressivement sur le chemin de la transition ? Vous savez, c'est toujours un peu la même très ancienne opposition entre réformistes et révolutionnaires. En France, c'est une opposition qu'on connaît très bien d'un point de vue politique. Je pense que l'approche révolutionnaire aujourd'hui sur le climat, très radicale, etc., n'a pas de chance de passer. Pourquoi ? Parce que la population ne suivrait pas. Changer du jour au lendemain totalement le modèle économique, renoncer à l'idée de croissance, renoncer à l'idée de consommation. Je ne dis pas que c'est pas souhaitable moralement. Mon avis là-dessus n'intéresse personne. Je dis simplement que ça n'a aucune chance de marcher. Et donc, à un moment, il faut être pragmatique. Si on veut qu'il y ait une transition, il faut qu'elle puisse exister. Et proposer une transition idéale, c'est proposer de ne rien faire en réalité. Et donc, la recherche de la solution idéale sur une situation complexe comme l'est celle du dérèglement climatique, c'est un miroir aux alouettes. Et malheureusement, ça ne pourra pas aboutir. Donc, il va falloir faire ce qui pourra sembler être des concessions, tant que de toute façon, ce que l'on garde à l'esprit, c'est quel objectif on veut atteindre. Et si on se dit de manière un peu large au sein de la société qu'on est d'accord avec l'idée que chaque sensibilité politique doit présenter une feuille de route détaillée, chiffrée, documentée sur l'objectif auquel on veut aller, eh bien, on aura plusieurs voies possibles pour aller à cet objectif. Ce sur quoi il faut se mettre d'accord et qu'il faut qu'on soit unanime, c'est l'objectif que l'on vise. Cet objectif, ça peut être une France à 2050, à tant de degrés, avec tant de CO2 émis, etc., à 2080, 2100, etc., etc. Et tant que l'objectif est respecté et que les moyens proposés sont évalués scientifiquement, après, ça relèvera de la préférence idéologique, de la préférence de valeur des individus. Oui, mais alors ce que vous racontez, ça ressemble en partie à ce qu'a fait le secrétariat général à la planification écologique auprès de la Première ministre. Il y avait dans ce studio, il y a quelques semaines, Antoine Pellion, qui dirige ce secrétariat général à la planification, et on a l'impression qu'ils ont fait tout ce travail de dire, voilà, ce qu'on aimait, cette espèce de travail de recension géant. Mais ensuite, quand vient le moment de faire des arbitrages politiques et de prendre des mesures, on a l'impression que les politiques, alors c'est le cas d'Emmanuel Macron, mais ça pourrait être, je pense, le cas de représentants d'autres partis ou d'autres mouvements politiques, ils sont un peu paralysés par le risque que ces mesures soient très fortement impopulaires. Il y a le souvenir des Gilets jaunes avec la mobilisation en 2018 contre la hausse de la taxe carbone. Et depuis, on se dit, en fait, augmenter le prix de l'essence, en fait, c'est pas possible. Donc, on dépense beaucoup d'argent pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Plus récemment, il a été question d'interdire les chaudières à gaz. Puis, on a vu que ça pouvait susciter peut-être des oppositions. Donc, on le fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de se dire, en fait, pour embarquer le plus de gens, on va jamais prendre de mesures un peu structurelles qui pourraient nuire à tel ou tel, et donc finalement on n'avance pas beaucoup. Vous mettez le doigt sur le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il va falloir prendre des mesures contraignantes sur le climat. Et ces mesures, ça ne va pas forcément être d'interdire telle ou telle action. Quand je dis contraignantes, c'est-à-dire qui vont contraindre par exemple les marchés pour les diriger vers des actions qui sont vers des productions qui sont moins impactantes sur le climat, etc., etc. Et ces mesures contraignantes seront impopulaires. Ça, c'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'elles vont nécessairement toutes avoir un impact négatif sur le pouvoir d'achat des Français. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. On ne va pas pouvoir continuer à vivre avec le même niveau de consumérisme qu'aujourd'hui et en même temps réduire les émissions de CO2. Ça, c'est pas possible. Donc, les mesures qui vont être efficaces, qui peuvent avoir un impact, vont avoir des effets négatifs sur la population.
Alors, vous parlez de rationalité, mais il y a aussi un autre facteur auquel on peut penser et dont vous parlez dans l'étude, qui est la question de la peur. Et ça, c'est aussi un débat qu'on a beaucoup dans les médias ou dans les rédactions, en tout cas ici au Monde, qui est de dire, attention, il faut pas faire trop peur aux gens, mais en même temps, il faut montrer la réalité du dérèglement climatique, des catastrophes qui sont là et celles qui vont arriver. Et donc, on a toujours parfois, enfin en tout cas moi, parfois j'ai peur dans des débats de passer pour un hurluberlu en disant voilà, une France à 4 degrés, c'est une France qui est inhabitable, où il y a des villes entières qui sont sous les eaux, etc. Donc est-ce que la peur, c'est un bon levier ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt paralysant? La peur, c'est une émotion, mais c'est une émotion qui peut être rationnelle quand elle est fondée. Et c'est le cas pour le climat. Les gens ont raison d'avoir peur sur les questions climatiques. Et il se trouve que la peur, on le mesure dans notre étude, c'est un bon levier d'action. Plus les gens déclarent avoir peur du dérèglement climatique, plus ils sont disposés à prendre des actions favorables au climat. Et donc, là où il ne faut pas aller, c'est vers le défaitisme. On l'a mesuré aussi, les gens qui ont le sentiment qu'ils sont allés au-delà de la peur et qui se disent en réalité c'est fichu, on peut plus rien faire. Le défaitisme conduit à l'inaction, on l'a mesuré aussi. Mais par contre, la peur, elle peut être un moteur d'action. Éviter de faire peur aux gens, c'est très bien quand la peur n'est pas fondée. Quand elle est fondée, éviter de faire peur aux gens, c'est leur mentir. Alors, à partir de cette étude, si vous deviez donner des conseils à un gouvernement ou à des politiques aujourd'hui sur comment faire mieux les politiques climatiques, vous diriez quoi? Je dirais que la première chose, c'est de tenir compte de 2 facteurs que nous avons mesurés dans notre étude, qui peuvent faciliter l'acceptation de mesures contraignantes en faveur du climat. Ces 2 facteurs, et le premier est de très loin le plus important, qui écrase statistiquement tous les autres facteurs, y compris sociodémographiques, politiques, etc., c'est la perception de l'efficacité climatique de la mesure prise. Quand les Français ont l'impression qu'une mesure donnée est efficace en faveur du climat, ils sont infiniment plus disposés à l'accepter, quand bien même elle peut être contraignante. Ça peut paraître une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut énoncer clairement. C'est-à-dire que dans l'action politique, si l'on ne fait pas l'effort de démontrer, et non pas de communiquer, mais de démontrer l'efficacité de la mesure que l'on veut prendre, il n'y a aucune chance que la mesure soit acceptée par la population. Mais ça serait quoi, par exemple? Démontrer l'efficacité, c'est dire, voilà, on va, je sais pas, mettre une taxe à tant de centimes par litre sur les carburants, etc. Ça va nous permettre de diminuer la consommation dans le pays de tant de litres, ce qui va permettre d'éviter l'émission de tant de tonnes de carbone par année, ce qui fait sur 10 ans tant de tonnes, et ce qui correspond à un différentiel thermique de tant de degrés. Voilà. Et quand on fait une démonstration de ce type-là, on n'est pas dans la communication, on est dans la conviction. C'est-à-dire qu'on va démontrer que le sacrifice que vont devoir faire les gens a un sens. Et qu'il a un sens non seulement parce que cette mesure est efficace, mais aussi parce que d'autres mesures l'accompagnent. Que toutes ces mesures-là vont dans le même sens et que, mises bout à bout, elles permettent d'aller vers un monde qui va demeurer vivable. D'une certaine manière, le premier point, c'est la cohérence et l'efficacité de ces mesures. Et ensuite, il y a ce que vous dites sur la question des inégalités. Absolument. Chiffrer l'efficacité, convaincre de l'efficacité, dire le sacrifice a un sens. Et la deuxième, c'est le sacrifice a un sens, mais on ne va pas sacrifier des gens. On ne va pas sacrifier certains de nos concitoyens. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus fragiles dans notre société, on va les protéger. Des mesures comme l'augmentation de la taxe sur les carburants touchent certaines populations plus que d'autres, celles qui vivent dans la ruralité, qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique et pas non plus les moyens de passer au dernier modèle thermique pour réduire leur consommation. Ces gens-là, il faut penser à eux. Si on ne le fait pas, déjà, on ne respecte pas l'essence de ce qui est censé être la République, l'égalité, la fraternité aussi, et on va se retrouver avec des gilets jaunes dans la rue. Alors justement, si on en vient plus au niveau des populations et de nous individus, si vous aviez un conseil à donner à un ami qui viendrait vous dire, voilà, mon oncle est climato-sceptique, j'en peux plus, comment je peux faire pour mener une conversation de qualité? Est-ce que vous lui diriez plutôt, renonce à la discussion, c'est perdu d'avance, ou plutôt, continue, il faut débattre?
Déjà, il n'a pas de chance, parce que ça veut dire que son oncle fait partie des 7% des Français qui sont climato-sceptiques à l'ancienne. Bon, peut-être que ça vaut la peine de discuter néanmoins. Non, je pense que la discussion, c'est toujours très important. Ce qu'il faut, en tout cas, ne pas faire, c'est laisser la chaise vide. C'est ce qu'on est en train de voir sur Twitter. Les gens les plus compétents sur les questions climatiques sont en train de déserter le réseau. Pourquoi ? Parce qu'elles se font harceler, massacrer, insulter par des attaques coordonnées, parfois sous-tendues par des robots, etc. Et donc ça, c'est la vraie difficulté. Comment on fait pour soutenir les gens qui savent mieux que nous, c'est-à-dire les chercheurs, c'est-à-dire les vulgarisateurs scientifiques? Comment on fait pour les soutenir? Eh bien, parfois, sur les réseaux sociaux, ça consiste à relayer leur message, à liker leur message, en leur disant, simplement, en faisant voir au reste de la population que tout le monde n'est pas dans le camp adverse. Alors, il y a eu des discussions ces derniers temps autour de l'idée d'avoir une meilleure représentation du climat dans les médias, avec même une association qui s'appelle Quota Climat, qui défend l'idée que peut-être il faudrait réglementer et dire peut-être qu'il faut un temps de parole minimal dans les médias pour s'assurer qu'on parle suffisamment de la question climatique. Est-ce que ce type d'initiative, ça vous semble une bonne idée ? Je trouve qu'en tout cas, c'est une initiative qui est vertueuse, dont l'intention est très très bonne. Je suis moins sûr de l'efficacité d'une telle mesure. Pourquoi ? Parce que on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle les médias sont en train de monter en compétence sur les questions climatiques, la plupart d'entre eux en France. Qu'ils sont en train de parler aussi d'une manière plus intelligente du climat. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment d'essayer de contraindre par la loi la liberté des rédactions sur ces questions-là. Je pense que si on n'était pas dans un cas de montée en compétence des médias sur ces questions, peut-être que passer par la loi, ça pourrait être une piste. Je crains un peu que ce genre de mesures nourrissent aussi une forme de complotisme, facilite les propos complotistes en disant voilà, même les médias qui voudraient dire autre chose aujourd'hui sont contraints par la loi d'aller dans le sens du consensus, etc., etc. Donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire et je crains que ça puisse être contre-productif dans une certaine mesure. En fait, en vous écoutant, je me dis finalement la tâche d'un certain nombre de médias, et ce que je dis est assez contraire à ce que fait ce podcast, devrait être de s'adresser en priorité aux gens qui sont pas déjà convaincus, et donc peut-être à cet électorat de droite dont vous parliez tout à l'heure, en disant en fait, faut plutôt arriver à formuler des messages dans ce sens-là pour essayer de toucher le plus de monde possible. Mais alors ça, comment faire ? C'est vrai, mais parler aux convaincus, c'est jamais mauvais non plus, parce que parfois on peut être convaincu pour de mauvaises raisons. Peut-être que les convaincus sont convaincus plus par proximité idéologique de ce que pensent leurs proches que par réelle compréhension du phénomène. Donc continuer à informer les gens d'une façon détaillée, avec des informations de qualité, c'est jamais mauvais. C'est aussi donner des arguments à ces convaincus pour qu'ils puissent parler à leurs proches, qu'ils puissent à leur tour convaincre d'autres personnes autour d'eux. Donc non, je pense pas que ce soit inutile de parler à des convaincus. Merci, donc on va continuer à faire ce podcast. Surtout qu'on n'a pas affaire à de la religion, on n'a pas des croyants et des non-croyants, on a des gens intelligents qui soupèsent des arguments, qui soupèsent des situations, qui peuvent avoir eux-mêmes des doutes. Et ensuite, ce qu'il faut en effet faire, c'est aussi parler aux gens qui sont moins proches de ces préoccupations-là, voire qui sont hostiles. Et comment faire pour leur parler ? C'est de leur dire, déjà, c'est de leur parler d'une manière respectueuse. On n'a pas affaire à des adversaires, on a affaire à des concitoyens qui ne pensent pas la même chose sur ces questions-là. Et donc, il faut prendre au sérieux leur intelligence et leur capacité à comprendre la situation en exposant des arguments. Alors, il y a autre chose qui ressort de vos travaux, et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en fait, les Françaises et les Français restent assez confiants dans les scientifiques, malgré la crise du Covid, etc. Et en même temps, moi qui en reçois beaucoup dans ce podcast, je crois que je suis bien placé pour dire que on comprend pas toujours très bien ce que disent les scientifiques quand, comme moi, on n'a pas de formation scientifique et on n'est pas expert dans ces domaines-là. Alors, est-ce que peut-être c'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder pour que les scientifiques se forment à mieux nous parler de ces enjeux, à mieux parler au grand public ? Il faut faire confiance aux scientifiques, il faut aussi faire confiance à nos concitoyens. Ils sont intelligents, ils sont capables de comprendre des choses complexes. Moi, je suis pas climatologue et j'arrive à comprendre des propos de climatologue. Pourtant, j'ai aucune compétence a priori dans ce sujet-là. Donc, je suis au même niveau que le français de moyen sur ces questions et voilà, peut-être même en dessous. Et donc, j'arrive très bien pourtant à comprendre. Je pense qu'il faut faire confiance en effet à l'intelligence de nos concitoyens. Je pense que l'erreur, c'est souvent de considérer qu'il faut un discours
à une faible hauteur intellectuelle, surtout adressée aux couches populaires, comme si elles étaient incapables de comprendre un discours articulé et complexe. Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est le jargonnage inutile, ce genre de choses, mais je crois que les scientifiques l'ont bien compris aujourd'hui. Quand on lit Valérie Masson-Delmotte sur Twitter, on voit la qualité d'un message extrêmement clair, extrêmement sourcé, dans un discours que tout le monde peut comprendre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il existe un grand nombre de vos collègues, et dont vous faites aussi partie, de vulgarisateurs scientifiques, qui font un travail justement de mettre à la bonne hauteur les propos des scientifiques. Et d'ailleurs, sachez-le, alors un peu un clin d'œil triste, mais quand on demande aux Français à quels acteurs ils font confiance pour leur dire la vérité sur le climat, en tête, on a les chercheurs, les scientifiques, c'est très bien. Tout en bas de la liste, on a les journalistes. Mais la petite lueur d'espoir, c'est que entre les deux, on a les journalistes scientifiques. Donc voilà, les gens qui font de la vulgarisation, qui invitent sur leur plateau des scientifiques qui viennent parler de choses complexes et lorsque c'est nécessaire, vont les reformuler d'une façon un peu plus simple. Je pense que ça, c'est une formule qui va marcher. Il faut parler à l'intelligence de nos concitoyens. Ça, c'est assez porteur d'espoir pour Chaleur Humaine, c'est bien. Et vous qui vous inquiétez de ce risque de clivage très fort sur les questions climatiques, qu'est-ce qui, malgré tout, vous permet de garder espoir qu'on va quand même aller dans la bonne direction? C'est que les gens sont intelligents. C'est qu'on est tous pétris de biais cognitifs qui nous font mal concevoir certaines questions. On est tous englués dans nos idéologies qui font qu'on va rejeter certains discours de prime abord, etc., etc. Mais qu'on est tous capables d'aller au-delà de ces positions-là. Qu'on est capable d'écouter, de sous-peser un discours, de sous-peser un argument. On est face à une question qui est d'une gravité extrême. Et dans ce genre de situation, il faut s'adresser à la population en des termes de gravité et en des termes de rationalité, je pense. Alors avant de vous laisser repartir de ce studio, je voulais savoir comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que depuis que vous travaillez sur ces questions-là, vous avez changé certaines de vos pratiques, certaines de vos habitudes? Par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion? Alors j'ai de la chance en fait, parce que je peux avoir un comportement relativement vertueux à bon marché. Je vais le donner comme un exemple, mais c'est un exemple qui concerne beaucoup d'entre nous. J'ai la chance d'habiter entre Lausanne en Suisse et Paris. Dans les deux cas, j'habite dans l'hypercentre de ces deux villes. Donc, je suis entouré de transports publics électriques qui me permettent de me déplacer facilement. Je suis bien portant, donc je marche beaucoup aussi dans ces deux villes. Je suis au cœur des activités professionnelles qui m'entourent, donc je peux me déplacer à pied. De la même manière, j'ai la chance d'être un petit consommateur. J'ai aucune passion pour l'achat. Donc, ça me permet de garder mes objets électroniques 10 ans. Voilà, mes téléphones, mes ordinateurs, je les garde 10 ans. J'ai honte de le dire, mais mes habits aussi souvent. Après, sur les efforts qui me restent à faire, qui sont très nombreux, parce que pour l'instant, j'ai aucun effort à faire ça. Donc, ce qui me reste à faire, c'est diminuer ma consommation de viande rouge. Je suis en train de le faire. Aussi, peut-être qu'il ne faut pas, je le dis aussi de manière générale, la solution parfaite, elle n'existe souvent pas et elle est décourageante. Donc, je troque tant que je peux la viande rouge contre la viande blanche. Le coût CO2 de ces deux viandes n'a rien à voir. Donc, c'est pas idéal, mais c'est déjà un pas. Est-ce que vous, il y a dans ces discours sur le climat et dans ces débats-là quelque chose qui vous hérisse particulièrement, ou une pratique ou un discours, vous vous dites ça c'est vraiment un truc, ça devrait plus exister? Ce qui me chagrine beaucoup sur ces questions-là, c'est la force des théories complotistes. Je travaille beaucoup en tant que chercheur aussi à l'université sur les questions de complotisme. Et malheureusement, ce sont des discours qui peuvent séduire une partie de la population et qui sont souvent une insulte à l'intelligence des gens qui y croient eux-mêmes. Donc, c'est un manque d'hygiène mentale de croire à ces théories-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de théories du complot sur le climat. Aujourd'hui, pour le dire très directement, être climato-sceptique sans être complotiste, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que d'une manière ou d'une autre, l'écrasante majorité des scientifiques qui travaillent dans des institutions très différentes dans le monde, etc., qui ont des situations très différentes, qui travaillent dans des pays très différents, etc., se mettent d'accord de façon secrète pour nous faire croire qu'il existe un dérèglement climatique alors qu'il n'existe pas. Qu'il en va de même de la part de la majorité des gouvernements du monde, qui n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Qu'il en va de même de la part de tous les journalistes, etc., etc. Et en fait, c'est absurde. Et donc ça me chagrine parce que là, pour le coup, les gens pourraient être un peu plus exigeants avec eux-mêmes et se dire non, je vais pas croire quand même à des idioties pareilles. Est-ce que vous, il y a un livre, un film ou une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré ou marqué sur ces sujets-là?
Alors, je vais vous surprendre. Je vais vous citer. Alors, c'est pas une œuvre de fiction, c'est un documentaire qui vient d'une chaîne à laquelle on ne pense pas forcément sur les questions climatiques. C'est BFM TV, qui a sorti en décembre de l'année passée un documentaire qui s'appelle 2050, Ouvrons les yeux. Et j'ai l'impression que ce documentaire fait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans ce documentaire, il y avait 2 scénarios présentés. Le scénario de 2050, la France, si on ne fait rien, à quoi ça va ressembler? Et 2050, la France, si on agit, et de telle et telle manière, à quoi va ressembler la France. Et d'un côté, on a une France dans laquelle on n'a pas envie de vivre, et de l'autre, on a une France qui est différente, qui n'est pas la même d'aujourd'hui, mais qui est déjà beaucoup plus vivable et même peut-être souhaitable. Et ce qu'il faut le dire, j'avais interrogé la rédactrice qui avait fait ce documentaire. Elle s'est énormément basée sur l'expertise de scientifiques pour faire ces 2 scénarios. Ils ont été très à cheval là-dessus. Et donc, peut-être que tout n'est pas parfait, je veux pas le dire, je suis pas expert moi-même, mais en tout cas, les grandes lignes sont validées. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire de façon générale. C'est-à-dire que ce soit les politiques, les médias, dire voilà vers quoi on va aller si on ne fait rien, voilà vers quoi on peut aller si on fait ceci et cela, et se baser sur la science pour dresser ces différents scénarios. Merci Laurent Cordonnier. Merci à vous de m'avoir invité. Elle était intéressante cette discussion avec Laurent Cordonnier. Il y a pas mal de choses qui me restent dans la tête. Le premier point que je retiens, c'est de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Comme Laurent Cordonnier est poli, peut-être aussi parce qu'il est helvète, il le dit gentiment. Mais je dois dire que j'aime bien sa volonté de faire appel à l'intelligence collective. Je crois qu'il a raison, que ça n'a l'air de rien, mais qu'on n'y pense pas assez. Oui, les questions climatiques sont très compliquées. Oui, le chemin de la transition est plein de difficultés et de concessions. Mais est-ce qu'on n'a pas plus de chances d'y arriver en faisant appel à la raison des gens plutôt que de leur raconter des fables ? Je trouve son conseil assez bon. Pour parler de la transition, il faut être honnête et transparent, expliquer par quel chemin on va passer. Ça rejoint tout à fait ce que disait la chercheuse Hélène Landemort dans l'épisode sur la démocratie. Elle disait, sur la question climatique, il faut plus des démocraties, il faut plus faire confiance aux gens, plutôt que l'inverse. Le deuxième point qui m'a fait réfléchir, et c'est dans la continuité du premier, c'est que si on applique cette ligne de conduite, ça veut dire qu'il faut que tous les partis politiques soient en mesure de dessiner des trajectoires différentes pour nous amener au même endroit, la neutralité carbone, mais avec des choix politiques qui soient différents. Et là, je dois dire que je suis un peu moins optimiste que Laurent Cordonnier. J'ai été journaliste politique pendant plusieurs années et je discute toujours avec beaucoup de responsables politiques. Et ce que je vois, c'est pas ça. Je vois certains partis ou certains élus qui arrivent à travailler sur un aspect ou quelques aspects de la transition, mais qui ont du mal à dessiner une vision d'avenir. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu fin septembre Emmanuel Macron raconter sa planification. Ceci dit, c'est un peu facile de rejeter la faute sur les politiques. Nous aussi, les journalistes, on a une responsabilité importante et Laurent Cordonnier le dit bien. C'est crucial d'arriver à organiser le débat autour de ces enjeux, ne pas en faire une question parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on débat beaucoup dans la rédaction du Monde parce qu'il change notre manière de faire du journalisme, notre manière de nous organiser. Et comme on dit poliment dans le management, je crois qu'on a pas mal de marge de progression sur le sujet. Le troisième point qui m'interroge, c'est ce que dit Laurent Cordonnier sur les clivages autour du climat. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément l'âge ou le lieu où on vit qui est déterminant. D'ailleurs, je le vois bien dans les mails que je reçois à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je reçois des mails de gens qui sont jeunes, mais aussi de gens beaucoup moins jeunes, des urbains, mais aussi plein de gens qui habitent dans des zones périurbaines ou en milieu rural, et qui se demandent comment faire. Non, le vrai clivage, il est politique. Plus on vote à droite, voire à l'extrême droite, moins on s'intéresse à la question climatique. Alors comment faire pour intéresser un électorat plus conservateur ? Comment éviter qu'il ne se braque alors qu'il est tout autant embarqué dans cette histoire ? Ça serait quoi un récit de droite de la transition ? Un dernier point peut-être, qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Moi aussi je suis un garçon calme et j'aime pas les débats où les gens se crient dessus pour rien. Mais je suis pas totalement sûr d'être convaincu par l'approche sans clivage de Laurent Cordonnier. Je repense au livre du chercheur et militant suédois Andreas Malm, « Comment saboter un pipeline », qui est édité par La Fabrique. Dans ce livre, il raconte comment, pour beaucoup de mouvements dans l'histoire, c'est une alliance entre des pragmatiques et des radicaux qui a réussi à l'emporter. Les victoires pour les droits civiques aux États-Unis, c'est finalement pas simplement Martin Luther King, c'est aussi Malcolm X et les Black Panthers. Et plus proche de nous, la fin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est plein de manifestations pacifiques, mais aussi une occupation illégale et parfois violente des lieux. Je suis pas sûr de savoir comment tout ça se combine, mais je crois que c'est un point de réflexion qui est intéressant pour la suite. Et là-dessus, comme sur les autres points dont j'ai parlé, je suis curieux d'avoir vos avis, vos témoignages et vos conseils à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode garanti sans clivage inutile a été produit par Cécile Cazenave et réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Merci à elle. Vous le savez sûrement, mais Chaleur Humaine est désormais disponible en librairie. Le livre Chaleur Humaine rassemble 18 entretiens réalisés dans le podcast et quelques idées en plus pour réussir la transition sans faire d'indigestion. C'est toujours également une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné des idées et des clés pour mieux parler du climat à vos proches ou à vos collègues. Vous pouvez comme toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et une assiette de babaranouge opinion à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute, et bravo, vraiment bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.